Voilà, bonjour, bonjour à vous. Un grand merci aux organisateurs de cette manifestation de nous avoir invités. C'est vraiment un grand plaisir et c'est d'autant plus un plaisir d'intervenir après les deux premiers exposés qui vraiment, je pense, introduisent vraiment très très bien la problématique que l'on va aborder maintenant. Et je le ferai d'ailleurs en partie dans le prolongement d'une certaine ode à Saint-Ricoeur, puisque je pense qu'il faut l'appeler comme ça maintenant, mais euh, duquel au Centre d'éthique médicale nous sommes aussi très, 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 très proches et très inspirés. Nous allons tenter de faire, puisque la demande portait sur les aspects réglementaires, et que, comme vous l'entendez à mon accent, je suis d'un peu plus au nord que de Lille, et donc, étant juriste mais formé dans un autre cadre réglementaire, j'ai souhaité pouvoir intervenir avec ma collègue Lina Wiyat. Nous avons l'habitude d'intervenir réciproquement dans nos formations les uns des autres et par ailleurs nous travaillons de plus en plus en synergie autour notamment des questions qui devraient sans doute avoir des implications dans votre domaine qui est la santé numérique et les enjeux éthiques et juridiques que celle-ci soulève. Voilà un petit peu pourquoi nous intervenons à deux voix. Alors, nous allons le faire à travers un prisme, c'est une précaution que je prends, à travers un prisme un peu particulier et qui contredit un petit peu, mais nous espérons que dans la discussion, nous allons pouvoir rétablir cela, qui est en particulier la loi du 2 février 2016 sur la fin de vie, mais il nous a semblé néanmoins, pour rassembler nos propos, que c'était un prisme à travers lequel on pouvait récupérer toute une série de questions éthiques qui se posent, comme François Tassot l'a dit, au quotidien plutôt, et un certain nombre de dispositifs qui concernent, je dirais, le quotidien de la pratique. Voilà pour ces précautions. Alors, nous allons donc intervenir l'un après l'autre, mais je voudrais faire une petite introduction, effectivement, en lien avec ce qui a été dit sur Paul Ricoeur, pour rejoindre totalement un certain nombre de propos qui ont été posés ce matin et qui me semblent tout à fait importants pour aborder la question du droit dans ce domaine. Le premier, c'est la question de la complexité. François Tassot a bien montré l'importance de considérer la complexité du champ dans plusieurs de ses dimensions et notamment dans sa réalité biopsychosociale. Il y a un philosophe belge dont nous inspirons beaucoup aussi, qui, je pourrais dire rapidement qu'il est un peu l'équivalent de Paul Ricoeur en Belgique, c'est Jean Ladrière, qui a développé un peu des réflexions autour de ce qu'il appelle la déstabilisation de l'éthique, terme par lequel il manifeste que le développement des connaissances et des techniques, mais le développement de la société a créé véritablement une déstabilisation sur les grandes dimensions anthropologiques que sont la corporéité, l'altérité, donc les questions des relations, et précisément la temporalité. Dans toute une série de secteurs de la médecine, on peut voir que ces technologies ont déstabilisé, complexifié les questions concernant de plus en plus d'individus simultanément, et que donc, de ce point de vue-là, je rejoins aussi fortement, et je pense que c'est très important de nouveau pour les questions réglementaires, la caractérisation de l'éthique comme un questionnement, comme un cheminement, comme une visée, et j'insisterai peut-être aussi comme une recherche. Il me semble que dans ces domaines, et en particulier dans les domaines de la fin de vie, il y a véritablement un apprentissage à faire des questions qu'il se posent. C'est d'ailleurs bien souligné aujourd'hui à travers un courant qui nous vient aussi de l'autre côté de l'Atlantique, c'est l'éthique du care ou du soin, une notion qu'on n'a pas voulu, je dirais, traduire pour garder la spécificité du terme anglais, est précisément une éthique qui souhaite visibiliser toute une série de pratiques, toute une série d'enjeux de la relation de soins qui, parce qu'elles ont été traditionnellement mises en œuvre par des personnes qui n'étaient elles-mêmes pas très visibles, ont été invisibilisées. Et qu'il s'agit dans cette approche-là de véritablement faire droit à toute une série de choses, même tout à fait parfois dans les gestes les plus quotidiens du soin, qui sont importantes à prendre en compte. Et dans ce cadre-là, effectivement, l'expérience
des individus est tout à fait fondamentale. Donc c'est une éthique, comme l'a rappelé Bernard-Marie Dupont et François Tassot, qui s'ancre dans l'expérience de ceux qui sont confrontés à la maladie, à l'accident, et qui, donc, si vous voulez, met un petit peu à distance, comme Bernard-Marie Dupont l'a dit, la morale par rapport à l'éthique. D'une certaine manière, l'éthique est première. Et l'éthique est première en tant qu'elle est effectivement cette expérience, notamment cette expérience d'un appel à la responsabilité pour autrui, que vivent les individus qui sont confrontés à ces situations. Et Ricoeur dit effectivement dans un de ses titres célèbres, « Avant la loi morale, l'éthique ». Ça veut dire effectivement que l'éthique, d'une certaine manière, est chronologiquement et fondamentalement première, mais que la morale est aussi importante dans ce cheminement, dans cette démarche. Et vous voyez là comment je vais arriver progressivement à la question de l'articulation avec le droit. Une autre définition importante que François Tassot a rappelée aussi de l'éthique de Ricoeur ou d'approche de Ricoeur, c'est cette fameuse définition, cette fameuse citation de la visée d'une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Là aussi, cette référence permet de faire un pontage avec le droit par le biais effectivement de la notion d'institution juste. Et elle est aussi tout à fait fondamentale dans le fait de dire qu'aujourd'hui, sans doute, l'éthique doit se penser à différents niveaux, à ces différents niveaux de la recherche d'une vie bonne avec et pour autrui dans les institutions justes, ce qui signifie d'une certaine manière que cette démarche éthique dont on parle, elle se traduit à la fois par une réflexion à propos de la clinique, ce que parfois on appelle éthique clinique, mais qui aujourd'hui se développe aussi en termes d'éthique organisationnelle, d'une certaine manière, et je pense que les schémas que François Tassot nous a montrés sont aussi assez significatifs à cet égard-là, la qualité du soin, la possibilité de respecter toutes les personnes concernées dépend de la manière dont elles interagissent et donc sont liées à la question de l'organisation. Et donc l'idée d'éthique organisationnelle, c'est de pouvoir penser aussi au-delà de la relation, si vous voulez, qui est tout à fait fondamentale et qui doit alimenter cette organisation, c'est de penser les types d'organisation, l'interdisciplinarité, par exemple, l'interprofessionnalité. Et ce jusqu'à un troisième niveau qui serait, et là on rejoint très clairement le droit, l'éthique publique, si vous voulez, c'est, je dirais, les règles qu'on se donne dans ce contexte pour essayer de s'approcher au mieux de la vie bonne. Et je voudrais terminer cette petite introduction là-dessus. Il est très important aujourd'hui de ne pas délier le droit de l'éthique, en particulier dans ces matières où il reste des règles, il est constitué de règles très générales et qui sont évolutives. Je pense que notamment la loi du 2 février 2016 en témoigne en elle-même, puisqu'elle est, je dirais, le résultat d'un long processus de recherche. Et si je fais la comparaison avec mon pays, l'adoption de la législation a été extrêmement rapide, indépendamment de l'évaluation du fond de la loi. Mais ici, on a vraiment un processus d'apprentissage progressif à découvrir un certain nombre de questions et de trouver des outils qui ne sont sans doute pas toujours les meilleurs, mais qui tentent en quelque sorte de pouvoir éventuellement être utiles aux acteurs pour progresser dans leurs relations, dans leur respect mutuel, dans la possibilité de rejoindre une vie bonne pour toutes ces personnes. Alors je ne dis pas que ces outils y arrivent, mais en tout cas, cette introduction avait pour idée, d'une certaine manière, d'insister sur le fait que le droit, si vous voulez, ne va pas opérer par lui-même, il doit être approprié par les acteurs, et en particulier dans ce domaine-là, et des questions comme les directives anticipées ou les procédures collégiales sont certes délimitées par le droit, mais sans doute que l'enjeu éthique de celle-ci est beaucoup plus profond et beaucoup plus général et beaucoup plus global que juste le dispositif. Et que, notamment, la citation de Ricoeur d'une vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes est un appel précisément à une vigilance à partir de l'expérience et des pratiques sur la justesse des institutions. Donc sur le fait qu'il y a lieu, si l'expérience manifeste que les règles ne permettent pas de rejoindre les aspirations, les attentes et le respect des personnes, elles doivent évoluer, elles doivent changer.
Et donc, il faut regarder, si vous voulez, cette dialectique importante entre l'éthique et le droit. Voilà un peu ce que je voulais vous dire avant d'entrer un peu dans les questions liées à l'évolution réglementaire dans ce domaine. Merci Jean-Philippe. Merci à vous tous de nous recevoir. Alors effectivement, comme l'a dit Jean-Philippe Cobot il y a quelques instants, nous aimons tous les deux intervenir aussi pour mettre en exergue la différence entre la règle de droit, telle qu'elle découle de la loi, et puis finalement l'approche éthique. Et vous allez voir que la réputation sur laquelle les juristes sont des personnes froides, qui tranchent, est peut-être réelle, puisque nous, on donne le texte, on interprète le texte plutôt, et les éthiciens en donnent effectivement donnent une ampleur à ce texte. Et je pense que le duo que nous allons former ensemble ce matin va mettre en lumière ce point. Alors, Jean-Philippe parlait effectivement d'une évolution législative en France qui s'applique à la fin de vie, au droit justement à la fin de vie. C'est vrai, puisque ici, sur cette diapositive, vous voyez les différents textes qui sont aujourd'hui applicables en France. Alors, certains ne sont plus en vigueur, d'autres sont tout nouveaux et il me faut vous en parler. Alors, les derniers textes en date sont donc les décrets et les arrêtés de 2016, donc de août 2016, qui concernent précisément les directives anticipées, qui, comme vous le savez, ont été modifiées par la loi du 2 février 2016. Alors, du fait que nous avons un temps qui nous est imparti, nous avons fait un choix, Jean-Philippe et moi, de nous concentrer principalement sur la volonté du patient. Il y a quelques points qui seront peut-être l'objet de notre discussion au moment du débat, mais que nous n'avons pas abordé dans notre diaporama, simplement pour essayer justement de focaliser sur ce qui nous semble le plus important, c'est comment faire valoir la volonté du patient, que celui-ci soit conscient ou non. Alors peut-être les dias plus clairs sont les moments où je suis censé intervenir, mais peut-être encore une considération assez générale sur ces questions de droit. C'est effectivement les réalités humaines et de soins, en particulier dans un domaine comme celui-ci, sont extrêmement complexes et donc difficilement appréhendables par le droit. Et donc, il faut aussi mettre, je pense, pour réfléchir à ces questions, un peu le droit en perspective historique, si vous voulez. Si vous voulez, on a coutume de dire que le droit a évolué en passant d'une affirmation formelle, celui de l'égalité notamment, et celui de la reconnaissance de la personne juridique, comme qu'ils sont notamment reconnus par les grands textes, comme les conventions de l'ONU, et la dernière en date est la convention de 2006 sur les droits des personnes en situation de handicap, qui a été complétée dans un deuxième temps de droits matériels, c'est-à-dire essentiellement les droits notamment à l'accès aux soins, et qui génère un petit peu aussi tout le côté administratif dont on a parlé tout à l'heure. Donc on arrive à rendre possible d'une certaine manière l'exercice des droits formels à travers la mise en place de droits matériels qui aujourd'hui aussi posent un certain nombre de difficultés, notamment est-ce qu'ils arrivent à catégoriser et adéquatement les réalités auxquelles elles s'adressent, ou est-ce qu'elles sont dans des mécanismes qui sont susceptibles de soutenir le soin ou non. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui se cherchent de nouvelles formes de régulation juridique. Alors, une qui est assez évidente, et on en reparlera, et qui se trouve dans pas mal de législations, c'est ce qu'on peut appeler du droit procédural. Et typiquement, la question de la réunion collégiale ou de la collégialité, de la concertation collégiale est de cet ordre-là. C'est-à-dire quand on ne peut pas définir a priori un critère ou un seuil, on met en place plutôt une procédure dans laquelle les personnes peuvent, en collégialité, tenter de prendre la meilleure décision. On pense même aujourd'hui, je ne m'étendrai pas là-dessus, mais à un mécanisme de droit réflexif, c'est-à-dire justement qui permet d'engranger l'expérience que l'on va faire dans tous ces systèmes-là, et donc qui demanderait, ça c'est un peu plus futuriste ou prospectif, un certain nombre de connexions entre l'expérience que font les acteurs du soin et la possibilité pour des niveaux supérieurs d'engranger cette expérience pour faire évoluer les cadres et les contextes dans lesquels peut se pratiquer le soin. Voilà. Alors justement, mettons en lumière ce que vient de dire Jean-Philippe.
en nous questionnant sur la loi de 2016 et la volonté du patient. Alors, je ne vais pas revenir sur tout le dispositif normatif qui existe en la matière. Je voudrais juste mettre en exergue les différents points qui ont été modifiés par cette loi dite Leonetti-Claes en 2016. Premier point, qui peut vous sembler d'ailleurs étonnant, c'est qu'on a réaffirmé la valeur opposable de la volonté du patient. Alors, c'est un point que j'ai souhaité mettre dans les nouveautés. Pourquoi? Parce que ce droit, en fait, il existe même depuis la loi du 4 mars 2002, la loi dite Kouchner. Mais quand il s'agissait d'entendre le refus de soins du patient, eh bien, il est clair que l'équipe médicale n'avait pas forcément, je ne sais pas si c'est envie ou voulait, je ne sais pas. En tout cas, l'équipe médicale n'entend pas de la même façon un refus de soins qu'un consentement aux soins. Certainement, eu égard aux missions qui sont donc celles des médecins, qui est de soigner, et de ce fait se voir affublés d'un refus de soins, c'est difficile pour eux de l'accepter. Ça, c'est une question que je laisse en suspens et que je laisserai peut-être Jean-Philippe l'aborder. Ceci étant, donc, le refus de soins fait partie des droits des patients depuis 2002, mais on a eu besoin en 2016 de réaffirmer ce droit comme étant un droit fondamental. Qu'est-ce que ça veut dire pour le juriste? Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, le médecin ne peut plus prendre toutes les portes de sortie pour venir dire oui, il m'a dit qu'il refusait d'être soigné, mais moi j'ai entendu dans sa voix qu'il n'était pas tout à fait d'accord, et donc je vais quand même le soigner. Il ne peut plus faire ça, parce que le refus de soins est réaffirmé par la loi Leonetti-Claes comme étant un droit fondamental du patient. Autrement dit, si le médecin décide de passer outre ce refus de soins, il devra s'en expliquer. Et on va voir comment dans quelques instants. Autre point aussi sur lequel j'aimerais qu'on ait notre regard un peu plus poussé, c'est que dans cette loi Leonetti-Claes, on a consacré donc un droit à la fin de vie digne et accompagné du meilleur apaisement possible de la souffrance. Je dirais même qu'il y a toute une partie de cette loi de 2016 qui consacre un droit fondamental à ne pas souffrir. Le patient a le droit de ne pas souffrir. Bon, là aussi, on peut réfléchir sur le contenu même de ce droit, mais on a eu besoin, le législateur a ressenti le besoin de le réaffirmer comme étant un droit fondamental du patient. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le patient, lorsqu'il refuse les soins, eh bien, il acquiert ce droit, malgré tout, à ne pas souffrir. On ne le soigne plus, mais on fait en sorte qu'il ne souffre pas. Et donc, ce droit à ne pas souffrir, il peut l'évoquer dans toutes circonstances. Et bien évidemment, d'un commun accord, il en parle avec le médecin, qui d'ailleurs se voit de ce fait affublé d'un nouveau devoir. Le devoir, justement, de constater la souffrance et de faire en sorte que le patient ne souffre plus. Donc, un nouveau droit pour le patient et un nouveau devoir, forcément, pour le médecin. Autre point également qui est réaffirmé dans la loi de Leonetti-Claes de 2016, droit pour la personne malade d'accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement. Et puis je rappelle aussi, peut-être que c'est un point qu'il fallait affirmer dans la loi, que désormais les soins palliatifs font partie des obligations de développement personnel continu des professionnels de santé. C'est peut-être effectivement une porte d'entrée qui permet aux professionnels de santé enfin de savoir ce que c'est l'éthique, l'approche éthique, comment aborder effectivement les soins palliatifs, puisqu'auparavant, ça n'était pas obligatoire dans la formation, désormais, ça l'est. Alors ça, c'est quelques points de focus que je souhaitais faire en avant-propos. On va rentrer un peu plus dans le détail et justement se questionner sur la volonté du patient. Juridiquement, il y a une distinction à faire entre le patient qui est conscient et qui est donc en capacité d'exprimer lui-même sa volonté à l'équipe médicale. Et puis, on verra l'hypothèse un peu plus complexe du malade qui est inconscient au moment où justement l'équipe médicale se questionne sur sa volonté. Alors, simplement un petit point de réplique d'une certaine manière, ce qui va être un petit peu mon rôle dans la suite, c'est de souligner que ces distinctions sont
semblent assez nettes, mais dans quelle mesure elles le sont aussi nettes dans la réalité pratique, c'est une question. Effectivement, cette distinction entre patient conscient et inconscient, je pense que justement dans le secteur précisément qui est le vôtre, c'est quelque chose qui mérite une attention particulière et demande effectivement une réflexion quant à l'application et la justification de cette distinction. Et vous voyez là, c'est typique du droit médical ou du droit de la santé de faire des catégories très générales qui ne permettent pas à elles seules de résoudre le problème. Il faut continuer à réfléchir à partir de là sur ce type de distinction. Ça renvoie aussi à toute la question restant complexe de l'appréciation de la capacité du patient à décider ou non. Et ça renvoie aussi cette distinction de la loi Leonetti, et là je fais aussi un petit point comparatiste, à des systèmes législatifs dans lesquels il n'y a pas en tant que tel de mécanisme de représentation du patient. Dans d'autres systèmes législatifs, comme le système belge par exemple, un patient considéré comme inconscient est automatiquement, qu'il ait fait des directives anticipées ou pas, est automatiquement remplacé dans son face-à-face avec les soignants par un représentant désigné par la loi. Et donc la loi établit toute une série de hiérarchies, une hiérarchie entre les personnes qui peuvent représenter le patient. Donc c'est d'abord les conjoints, ensuite les ascendants et les descendants, etc., etc. Ce qui fait dire aujourd'hui à certains que ce mécanisme-là est un mécanisme qui pourrait éviter, par exemple, les discussions qu'il y a autour d'une affaire comme l'affaire Lambert. Voilà, je souligne ça en ne disant pas que le système est meilleur, mais vous voyez que certains systèmes prennent un point de vue assez différent sur ces questions complexes. Alors, on reviendra parce qu'en France, il existe aussi des systèmes de représentation, mais qui sont ceux qui découlent du droit commun de la protection judiciaire, qui est la tutelle, curatelle, dont on parlera peut-être si on a le temps tout à l'heure. Mais effectivement, on n'a pas de personne dédiée comme le système belge le fait. En tout cas, dédiée à la question de la volonté du patient lorsque celui-ci est inconscient. Alors effectivement, conscient, inconscient, d'abord, pour nous, les juristes, en tout cas dans notre droit français, le malade conscient, c'est un malade qui est capable d'exprimer lui-même sa volonté, et cette capacité est une capacité au sens juridique du terme, c'est-à-dire une capacité éclairée, une capacité de décider pour lui-même. Alors se pose d'ailleurs toute la question des personnes qui, effectivement, donnent la sensation qu'ils sont capables, puisqu'ils sont capables de discernement et donc capables de décider pour eux-mêmes, mais qui souffrent de troubles cognitifs que seule l'équipe médicale est capable de voir. Donc ça, c'est une question qui reste encore en suspens en France, puisqu'on est toujours sur cette dichotomie malade conscient et malade inconscient. Donc reprenons, malade conscient, donc malade capable de décider pour lui-même, malade capable de discernement. Eh bien, ce malade qui exprime alors sa volonté de ne plus être soigné, de ne pas être soigné, autrement dit, qui fait valoir son refus de soins, son droit au refus de soins. Désormais, c'est clairement dit depuis 2016, le médecin doit respecter cette volonté de ne pas être soigné. Doit, alors c'est mis en police rouge sur le diaporama, simplement pour vous dire qu'en droit, ça a un sens. Doit, ça veut dire que ça s'impose pour le médecin. Mais avant, le médecin donc doit quand même vérifier que ce refus de soins est bien un refus de soins éclairé. C'est-à-dire que le patient doit avoir conscience de ce que ça va impliquer de refuser les soins pour lui. Ça suppose pour le médecin de l'informer justement sur les conséquences de ce refus de soins. Donc, à partir du moment où ce refus de soins est éclairé, le médecin se doit de le respecter. Alors, c'est pas aussi simple, parce que la loi rentre dans le détail, et pour vous mettre encore une fois la puce à l'oreille, eh bien, je fais une distinction avant et après. Avant 2016, lorsque le médecin donc se voyait, il y avait le patient qui exprimait un refus de soins, le médecin devait prendre en compte cette volonté du patient, mais il devait mettre en œuvre tous les moyens qui étaient à sa disposition pour être sûr que ce refus de soins était un refus de soins éclairé. Dans la vraie vie, le médecin mettait en œuvre tous les moyens qui étaient à sa disposition pour le faire changer d'avis.
hein, clairement, c'était ce qui se passe et ce qui se passe peut-être même encore actuellement. Alors, on a subtilement changé la donne en 2016, simplement parce qu'on a fait du refus de soins un droit fondamental du patient. Du coup, lorsque le patient exprime son refus de soins, certes, le médecin se doit de l'informer, là encore, des conséquences de ce refus. Donc, on est toujours dans cette obligation d'information du médecin, puisque le refus de soins doit toujours être un refus de soins éclairé. Mais, vous voyez, on a supprimé l'obligation pour le médecin de tout mettre en œuvre pour le faire changer d'avis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va alléger l'obligation pour le médecin, puisque désormais, alors alléger, je m'entends, hein, c'est-à-dire que le médecin n'est plus obligé d'essayer de convaincre le patient de changer d'avis. Mais il doit simplement veiller à ce que celui-ci exprime un refus de soins éclairé. Est-ce que vous me suivez? Oui, c'est pas évident. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que, en fait, on responsabilise le patient dans sa décision. Tu exprimes un refus de soins. À partir du moment où je suis convaincue que ce refus de soins est éclairé, moi, médecin, je dois le respecter. Alors, là, les médecins souvent me disent, oui, mais ça ne nous aide pas plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que, et comme la loi le dit, le médecin informe le patient des conséquences de ce refus de soins. Il se donne un délai raisonnable pour permettre au patient de revenir vers lui, pour éventuellement répondre à ses nouvelles questions ou éventuellement tester de nouveau sa volonté de refuser les soins. Et cette notion de délai raisonnable, en revanche, si elle est écrite dans la loi, elle n'est absolument pas définie. Si bien qu'il appartient au médecin d'apprécier lui-même ce qu'est un délai raisonnable. C'est donc au cas par cas, là encore. Tout dépend de la pathologie dont souffre le patient. Il est clair que si la maladie en question est une maladie qui va évoluer rapidement, le délai raisonnable va être un délai très court. Si en revanche il s'agit d'une maladie qui va évoluer plus lentement, le délai raisonnable peut être alors un délai plus long. Mais encore une fois, la loi le dit clairement, il appartient au médecin de définir ce qui, dans le cas précis, correspond à un délai raisonnable. Le médecin peut toujours faire appel à un de ses confrères pour essayer, ou collègues, pour essayer de faire changer d'avis, malgré tout, le patient. Alors, petite précision, il ne s'agit pas de le faire changer d'avis, mais au moins de tester sa volonté. Quand on est dans une équipe de soins hospitalière, c'est plus facile effectivement pour le médecin de faire appel au psychologue ou l'assistante sociale pour aller vérifier effectivement que ce refus de soins n'est pas lié à des considérations ou à un contexte qui est familier, enfin qui est personnel, que c'est bien une volonté éclairée. Ça n'est pas forcément évident pour le médecin libéral qui par contre est isolé, de faire appel à un autre membre du corps médical. Toujours est-il, lorsqu'on est convaincu du fait que le patient a exprimé un refus de soins éclairé, la loi Leonetti-Claes est claire, ça s'impose au médecin. Le médecin, effectivement, doit respecter ce refus de soins, ce qui, pour nous, juristes, affirme bien qu'aujourd'hui, le droit au refus de soins est un droit fondamental. Ça s'impose au médecin. Voilà. Alors, après coup, les médecins me disent, oui, mais es-tu sûr que, finalement, après coup, on ne puisse pas nous accuser d'une non-assistance à personne en danger? Oui, j'en suis sûre, puisque si tu as pris la précaution que le refus de soins était bien un refus de soins éclairé, comme c'est un droit fondamental, ça s'impose. Avec quand même ce petit hiatus de l'urgence vitale. Effectivement, en droit, sachez qu'il y a toujours une porte de sortie que le médecin peut prendre. Si jamais il y a une urgence vitale, eh bien le médecin peut agir. Alors là, il y a peut-être ici une petite faille de la loi, mais ce n'est pas vraiment une petite faille quand on analyse le texte. Parce que si le malade conscient a effectivement exprimé un refus de soins éclairé, c'est clair et c'est net, ça s'impose au médecin. Au médecin qui a reçu ce refus de soins éclairé. D'accord ? Si maintenant ce même malade arrive aux urgences d'un autre hôpital dans lequel il n'y a pas le médecin qui a reçu ce refus de soins éclairé, bon, l'équipe des urgentistes qui vont recevoir ce patient, c'est clair qu'eux vont voir l'urgence vitale et vont agir. Donc il y aura quand même toujours des situations où ce refus de soins, il va être difficile de l'exprimer, d'accord ? Et de le faire respecter.
Alors, dans tous les cas, si je reviens à la situation normale, donc le médecin, bien évidemment, qui reçoit cette décision du patient, une fois qu'il est convaincu que ce refus de soins est éclairé, eh bien, il doit l'inscrire dans le dossier médical. On parlait tout à l'heure des papiers qu'il nous faut remplir, qu'il vous faut remplir. Certes, c'est chronophage, mais sachez que c'est aussi une précaution, à la fois pour l'équipe médicale, qui doit noter effectivement ce refus de soins éclairé et la démarche qui a été utilisée pour permettre d'être certain que ce refus de soins était un refus de soins éclairé, certes, mais aussi pour protéger le patient. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour que la famille ne vienne pas voir le médecin en disant mais vous, c'est pas vrai, il voulait se faire soigner. Non, le médecin pourra dire non, écoutez, il y a eu toute une démarche et on l'a inscrite dans le dossier médical. Non, simplement, alors pour reprendre cette question qui est un peu au cœur de la question de la relation médicale, effectivement, et on en a parlé tout à l'heure, il y a une poussée, je dirais une pression pour que l'autonomie du patient soit mise en avant. Cela dit, vous voyez un peu comment, y compris dans une disposition comme ça, on mélange à la fois la volonté de soutenir et de faire valoir l'autonomie, mais malgré tout, on met un certain nombre de bémols d'une certaine manière à cette possibilité, en indiquant d'abord et en rappelant plutôt que ce refus doit être éclairé, et aujourd'hui, le caractère éclairé de quelque chose, sur le caractère éclairé de quelque chose, les exigences sont de plus en plus importantes. Certaines jurisprudences vont même jusqu'à devoir prouver que la personne a compris ce qu'on lui avait dit. Donc, on peut considérer ça comme une charge, mais c'est aussi un enjeu éthique, j'y reviens tout de suite. Il faut respecter un délai, etc. Vous voyez un peu ce que je disais sur le droit procédural. D'une certaine manière, on affirme un droit fondamental et on le tempère d'une certaine manière par un droit procédural qui, d'une certaine manière, est susceptible d'imposer justement qu'on développe une éthique que j'appellerais une éthique, pour rejoindre un peu ce que disait Bernard-Marie Dupont ce matin, une éthique de la relationnalité. C'est-à-dire qu'il faut que les personnes se mettent en dialogue et en relation de qualité, parce que si on ne se met pas dans une relation et un dialogue de qualité, on n'arrive pas véritablement à rencontrer ces conditions. Cela dit, il y a de ce côté-là un autre versant de la chose qui pourrait être aussi des mécanismes, et notamment, je redoute assez bien, moi, aujourd'hui, les mécanismes de contrôle ou de la qualité, par exemple, qui poussent à une vérification très procédurale et très quantitative de tous ces aspects des droits, sans vérifier véritablement le type d'engagement que les personnes ont pour faire vivre cette relation que supposerait un respect éthique de ce droit, et donc alors conduire à des désignations à peu près automatiques de personnes de confiance, conduisent à, par exemple, imposer de plus en plus les directives anticipées plutôt que de les proposer et en faire une possibilité pour les patients, etc. etc. Donc il y a effectivement toute une vigilance et toute une éthique sous-jacente qu'il faut pouvoir mettre en œuvre pour que ces dispositions qui cherchent un équilibre trouvent véritablement une application éthique. Alors, c'est d'autant plus vrai quand on parle justement de la personne, donc inconsciente, donc du malade, dont la question de sa volonté se pose. Et là, la loi de 2016 est venue aussi changer les choses, enfin, changer le paradigme. On part du principe que le refus de soins du patient est un droit fondamental, facile à exprimer, si j'ose dire, quand celui-ci est conscient, plus difficile à faire valoir quand celui-ci est inconscient. Alors, vu le temps, je vais essayer d'accélérer. Une chose est sûre, c'est que le refus de soins doit aussi se faire respecter quand la personne est en état d'inconscience. Et ça s'impose au médecin. Car si ce médecin, alors qu'il a eu le patient face à lui, qui lui a exprimé son refus de soins, profite de son état d'inconscience pour changer la donne, aujourd'hui, depuis la loi de 2016, aujourd'hui, le médecin rentre en responsabilité s'il fait ça. Puisqu'il doit rendre compte des motifs qui ont justifié justement le non-respect de la volonté du patient. Ça, c'est
important à noter puisque ceci n'apparaissait pas clairement dans la loi Leonetti version 1 de 2005. Il y a plusieurs outils du coup, parce que je me permets d'avancer Jean-Philippe, donc il y a plusieurs outils du coup qui ont été revisités en 2016 pour permettre justement à ce postulat de vivre. Parmi les outils, les directives anticipées et puis bien sûr la personne de confiance. J'ai mis également la notion de mandat de protection future que je ne vais pas aborder. Je voudrais juste que vous notiez, puisque c'est très peu connu, mais c'est un outil juridique qui existe depuis longtemps et qui permet à une personne d'organiser elle-même sa tutelle, si j'ose dire, sans pour autant que ça passe par le magistrat. À un moment où elle est lucide, ça concerne particulièrement les personnes qui se savent atteintes d'une maladie qui va évoluer de telle manière à ce qu'elles ne puissent plus, à un moment donné, exprimer, en tout cas, leur volonté. Donc, le mandat de protection future, sachez-le, ça existe et ça permet à une personne donc de désigner sa tutelle au moment où, et donc les représentants qui vont être là pour faire valoir sa volonté au moment où elle serait plus en capacité de le faire. Donc, je vais essentiellement focaliser le propos sur les deux dispositifs, directive anticipée et personne de confiance. La notion de directive anticipée, juridiquement parlant, c'est comme un testament que l'on écrit, mais la version qui nous avait été donnée en 2005 était une version qui était quasiment vouée à l'échec. Pourquoi? Parce que les directives anticipées, déjà, étaient très mal connues. Et elles le sont d'ailleurs toujours, certainement. Et pour ceux qui la connaissaient, pour ceux qui connaissaient les directives anticipées, ils voyaient ça comme un testament en disant « je veux être débranché » ou « je ne veux pas être branché ». Bon, ce qui ne valait rien pour les médecins, qui d'ailleurs connaissaient assez mal les directives anticipées et ne savaient pas à quel point ça leur était opposable. Alors, en 2005, les directives anticipées étaient conçues comme étant un outil qui pouvait s'imposer aux médecins. Mais comme cet outil était très mal utilisé par les patients parce qu'ils ne savaient pas finalement quoi écrire, ou quand ils écrivaient, c'était pas forcément un propos, eh bien les médecins qui les lisaient se disaient c'est inapproprié, donc on ne prend pas en compte. Ce qui fait que ça a jeté un certain discrédit sur ces directives anticipées pour autant qu'elles existaient. Ceci a été pris en compte par la nouvelle loi donc, de 2016 qui a revisité totalement ce dispositif. Alors, de manière claire, désormais, il est dit que les directives anticipées sont là pour permettre à une personne de décider, ou en tout cas de donner les modalités qui concernent les conditions de poursuite des soins à un moment où justement elle ne sera plus en capacité d'exprimer elle-même ces conditions de poursuite, les conditions de la limitation des soins et les conditions de l'arrêt ou de refus de traitement. Donc on assigne désormais une mission claire et nette aux directives anticipées. Mais on ne fait pas que ça, bien au contraire. On remet désormais des modèles de directives anticipées. Effectivement, si aujourd'hui on prenait quelques minutes pour rédiger nous-mêmes nos directives anticipées, je pense qu'on prendrait plus que quelques minutes parce qu'on ne sait pas finalement qu'est-ce qu'on écrirait. On ne se voit pas forcément en train de mourir et on ne sait pas d'ailleurs de quoi mourir. Et on ne sait d'ailleurs, première précision, les directives anticipées, ce n'est pas forcément concernant sa fin de vie. Hein, et on ne les écrit pas quand on se sait malade. On peut aussi les écrire quand on est en excellente santé et qu'on se dit, voilà, moi, ma fin de vie, ou du moins concernant ma vieillesse, je veux ou je voudrais qu'on me traite ainsi. Je ne veux pas tel et tel acte médical, je ne veux pas tel ou tel établissement de santé. On peut l'écrire. Et on peut d'ailleurs inciter à y penser. Alors, comment justement inciter? On a des modèles qui ont été donc rédigés à la demande justement du législateur par la Haute Autorité de Santé qui sont à la disposition de tous. D'ailleurs, modèles accompagnés d'un guide de rédaction que vous pouvez trouver sur Internet ou sur le site de la Haute Autorité de Santé. Et ces modèles sont assez édifiants puisqu'il y en a deux. Il y a un modèle où il est clairement dit « je me sais malade d'une maladie ». Je sais que je suis atteinte d'une maladie. Et l'autre modèle où il est clairement dit, j'écris mes directives anticipées, mais je ne suis pas malade. Et en fonction justement de ces deux situations, les questions qui sont posées pour vous inciter justement à rédiger ces directives anticipées sont différentes. Alors l'objectif, là aussi, il est clair pour le législateur. L'objectif, c'est tout simplement d'aider la personne à penser justement à ce qu'elle souhaite et à le penser de manière suffisamment précise pour qu'au moment
où ces directives anticipées soient lues par l'équipe médicale, elles soient suffisamment précises pour qu'elles s'imposent à l'équipe médicale. Là encore, si vous rédigez vos directives anticipées selon ce modèle et que finalement elles ne sont pas suffisamment précises, elles ne valent rien, ces directives anticipées. D'accord ? Plus elles sont précises et plus elles permettront à l'équipe médicale de les respecter. Alors, là aussi, deuxième hiatus concernant les directives anticipées ancienne version, c'est que avant, ces directives anticipées, elles pouvaient être détenues par le médecin traitant ou elles pouvaient être détenues par la personne de confiance. Et au moment où la question se pose de savoir quel est leur contenu, eh bien, on ne sait pas où elles sont, ces directives anticipées. Hein ? Et là, encore une fois, échec de l'initiative. Du coup, avec la loi Leonetti-Claes, on a décidé de mettre en place un registre national auquel auraient accès toutes les équipes de soins, un peu du même style que le don d'organes. Hein. Donc, un accès qui serait immédiat, facile, et qui permettrait à l'équipe médicale, effectivement, d'aller voir si la personne qui le reçoit, a écrit des directives anticipées ou non. Alors, juste quelques petites précisions, même si on aurait beaucoup de choses encore à dire. Sur les directives anticipées, il n'y a que les personnes majeures qui peuvent les rédiger. Alors, les personnes majeures capables juridiquement, premier point. Donc, ça veut dire que concrètement, les personnes mineures, les mineurs ne peuvent pas rédiger des directives anticipées. Et j'annonce aussi tout de suite, ne peuvent pas désigner une personne de confiance, puisque juridiquement, leur personne de confiance, ce sont leurs parents, dès lors qu'ils sont titulaires de l'autorité parentale. D'accord ? Donc, ça c'est dit pour la personne mineure. Je reviens par contre pour les personnes majeures, cette fois sous protection judiciaire. Là aussi, une petite précision, les personnes sous mesure de tutelle peuvent aussi rédiger leurs directives anticipées. D'accord ? Et alors, petite particularité, lorsqu'il rédige ces directives anticipées, le tuteur n'a pas besoin d'être présent. Voilà, ça c'est aussi un point qui est fondamental puisque la personne sous tutelle garde sa capacité à rédiger ses directives anticipées. Et j'annonce aussi pour la personne de confiance, la personne sous tutelle peut aussi désigner sa personne de confiance pendant la mesure de tutelle. Et ça c'est la nouveauté de la loi de 2016, puisque je vous rappelle, avant 2016, une personne sous tutelle ne pouvait avoir une personne de confiance que si celle-ci avait été désignée avant l'ouverture de la mesure de tutelle. Depuis 2016, cette désignation peut être faite en cours de mesure de tutelle, mais à condition, bien évidemment, que le juge des tutelles accepte cette désignation en cours de mesure. Alors, pourquoi cette nouveauté et pourquoi justement ça paraît si important pour le juriste? Parce que normalement, c'est le tuteur, la personne de confiance. Hein, juridiquement, comme c'est un système de représentation, c'est le tuteur, la personne de confiance. Là, le législateur a accepté l'idée que le tuteur puisse ne pas finalement être le seul à décider pour la personne sous tutelle, puisque désormais celle-ci aura la possibilité de désigner sa propre personne de confiance. Alors, sur les modalités des directives anticipées, si vous voulez bien, je vais être extrêmement rapide, puisque comme on a changé l'outil, d'un point de vue technique, désormais, sachez que les directives anticipées sont valables à tout jamais. Il n'y a plus de conditions de péremption, hein, c'est ce que je disais, donc c'est indéterminé. Par contre, c'est révocable à tout moment et révisable à tout moment. Hein. Donc révisable, c'est-à-dire que vous pouvez changer d'avis. Révocable, c'est-à-dire que vous pouvez y mettre fin, c'est-à-dire que du jour au lendemain, ne plus avoir de directives anticipées si vous le souhaitez. L'idée, effectivement, étant de faire de ces directives anticipées le témoin de la volonté du patient à tout moment de sa vie. Alors, ces directives anticipées, si elles respectent bien toutes ces modalités, elles s'imposent aux médecins. Et là aussi, c'est fort, et je le dis clairement, elles s'imposent aux médecins au même titre que le refus de soins exprimé par le patient s'impose aux médecins. D'accord ? Ça s'impose, sauf, bien évidemment, puisque les juristes, on aime bien les exceptions, sauf dans deux cas. Premier cas, lorsque le médecin ou l'équipe médicale se rend compte que ce qui est écrit dans les directives anticipées ne correspond pas à la volonté du patient dernièrement connue. Autrement dit, elle semble manifestement inappropriée ou
lorsque le contenu de ces directives anticipées n'est pas conforme à la situation médicale auquel est confrontée l'équipe médicale. Typiquement, c'est la situation où je dis, je me sais atteinte d'un cancer, donc j'imagine l'évolution de ma pathologie et j'imagine du coup ma fin de vie avec cette pathologie et j'écris dans mes directives anticipées que, eu égard à cette imagination que j'ai, je ne veux pas tel et tel acte. Je ne veux pas être intubé, ventilé, dans le cadre de l'évolution de mon cancer. Bon, si maintenant entre deux, j'arrive aux urgences pour un épisode aigu de pneumopathie qui n'est pas un lien direct, qui n'a pas un lien direct avec mon cancer, mais qui a un lien indirect dans la mesure où je suis affaiblie d'un point de vue immunitaire, mais donc de ce fait, je fais un épisode. Question pour le médecin, dans le cadre de la pneumopathie, est-ce qu'il fait application des directives anticipées? C'est une vraie question, et du coup, le législateur a donné la possibilité aux médecins de garder sa marge d'appréciation et de dire, bon, là, c'est pas tout à fait adapté. Ce qui est écrit dans les directives anticipées n'est pas adapté à la situation que l'on vit. Du coup, j'ai le droit de m'en écarter. J'ai le droit. Mais ce n'est pas un droit absolu, puisque s'il s'en écarte, il y a tout un process à mettre en place, et notamment un process dont le médecin se doit de rendre compte dans un second temps. Ça, c'est très important. Donc, c'est plus aujourd'hui une appréciation souveraine des médecins. Certes, ils apprécient, mais dans un second temps, doivent rendre compte du fait qu'ils n'ont pas respecté la volonté du patient écrite. Enfin, le deuxième cas où, là encore, les directives anticipées peuvent être écartées, c'est le cas de l'urgence vitale. C'est le cas où bien, les médecins savent que le patient a des directives anticipées, mais qui n'ont pas connaissance du contenu des directives anticipées. Dans ce cas de figure, il est clair qu'on ne va pas demander aux médecins de laisser l'état du patient s'aggraver le temps qu'ils aient connaissance du contenu. Ce que dit la loi, c'est qu'ils doivent stabiliser le patient en attendant qu'ils aient connaissance du contenu des dites directives anticipées et en fonction de les appliquer ou pas. On est obligé de s'arrêter. Oui, je sais. Il y a surtout si on veut quelques questions. Oui, juste un mot pour conclure. Alors, vous voyez, en contrepoint de l'exposé de Lina sur les directives anticipées, je pense qu'on pourrait aussi repérer, et les cas de figure, les cas d'exception qu'on vient de citer en sont un exemple, toute une série de tempéraments à la volonté du droit ou la croyance que le droit peut résoudre des questions de manière claire et nette. Quand on prend la question des directives anticipées et qu'on se pose la question de qui les initie, comment, quel contenu, même s'il y a effectivement une volonté de donner un contenu, je dirais, ad hoc à travers des modèles, la question reste potentiellement ouverte. Et donc, si on aborde cette question de développer un outil par lequel on peut mieux à la fois comprendre le patient ou son entourage et développer un projet de soins, il y a, je dirais, le droit comporte pas mal de zones d'incertitude qui peuvent être prises en considération. Et ne fût-ce que la question de savoir comment on va, dans une organisation, dans un hôpital, gérer la question de l'information sur la possibilité de désigner une personne de confiance et présenter les choses concernant les directives anticipées peut faire l'objet d'une réflexion extrêmement fouillée avec de nombreuses questions qui se posent et que le droit ne résout pas nécessairement en lui-même. Donc il y a la place pour un investissement éthique, si vous voulez, de ces outils à côté du dispositif que le droit propose avec certaines exigences, mais sans fermer la réflexion nécessairement. Juste pour conclure, vous imaginez ma frustration, j'ai encore énormément de choses à vous dire. Mais juste, retenez bien que le refus de soins aujourd'hui est un droit fondamental du patient, que désormais on donne les outils juridiques pour faire respecter ce refus de soins lorsque celui-ci n'est plus en mesure de faire valoir sa volonté. Les directives anticipées, c'est un moyen. Le deuxième moyen, c'est bien la personne de confiance. Juste dire aujourd'hui que la personne de confiance modifie aussi son rôle, puisque désormais, lorsqu'elle est désignée, elle doit co-signer sa désignation. Et donc, quand elle co-signe sa désignation, c'est ici une volonté aussi du législateur de faire dire, bon ben, j'accepte ce rôle, et d'ailleurs, donne-moi ta volonté pour que je puisse, et c'est d'ailleurs un autre point nouveau,
témoigner de cette volonté. Aujourd'hui, la personne de confiance qui co-signe sa désignation témoigne de la volonté du patient. Alors qu'avant, elle n'était qu'une consultation. La personne de confiance était consultée. Désormais, elle témoigne. Un nouvel outil, encore une fois, revisité plutôt, c'est pas un nouvel outil, pour permettre au patient de s'exprimer à travers elle au moment où il n'est plus en capacité de le faire. On va vous proposer en fait une question pour éviter de trop amputer la période de repas. Et ensuite, on passera bien sûr la parole à nos comédiens. Alors, il suffit que j'ai dit une question et je pense qu'il n'y en aura pas. Mais si, il y en a une. Merci pour ce très intéressant exposé. Vous nous avez bien expliqué les deux cas de figure que sont d'une part la personne pouvant exprimer sa volonté et d'autre part la personne ne pouvant pas exprimer sa volonté. Je voudrais aborder des situations intermédiaires. Je vais prendre deux exemples. D'une part, des personnes qui peuvent donner une réponse oui ou non, mais dont les capacités cognitives sont altérées. On pourrait par exemple penser à certaines personnes en étape aussi relationnel qui peuvent avoir parfois un code oui-non, mais dont on ne sait pas exactement quelles sont leurs capacités de conceptualisation de la question, ou bien des personnes polyhandicapées qui effectivement peuvent aussi avoir un code oui-non, mais pareil, on ne sait pas exactement quelles sont leurs capacités de conceptualisation de la question, ou tout simplement des personnes handicapées mentales. Ces personnes-là, parfois, sont confrontées à des questionnements qui sont ceux de l'engagement ou pas dans une suppléance technique de fonction vitale. Par exemple, une alimentation passive par sonde de gastrostomie. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'est des personnes qui, pour des raisons psychologiques, sont peut-être, enfin, dont on peut penser que peut-être ce n'est pas le meilleur moment pour qu'elles se positionnent. Je veux parler, par exemple, de personnes qui ont eu un handicap acquis, très lourd, relativement récents et qui sont dans une vision très pessimiste de leur avenir sans avoir peut-être encore avoir eu le temps de progresser dans leur adaptation psychologique à cette nouvelle situation et peut-être reformuler un petit peu leur projet de vie. Ou bien des personnes qui sont tout simplement pas bien sur le plan thymique, dépressives, etc., etc. Donc il y a quand même ces deux situations intermédiaires. J'aurais bien voulu savoir effectivement par rapport, par exemple, à une question pratique de l'engagement ou pas dans une suppléance technique de fonction vitale, comment est-ce qu'on tient compte de la position de la personne alors qu'il peut y avoir peut-être ses limites à la compréhension du questionnement. D'abord la juriste et ensuite l'éthicien. Déjà, première chose, on tient compte. Alors, parce que la question que vous posiez, c'est comment tient-on compte? D'abord, juridiquement, on tient compte. C'est-à-dire qu'on ne doit pas décider sans pour autant enrôler le patient dans la décision. Donc ça, c'est la première chose. Après, effectivement, il y a tout le côté médical que le juriste laisse finalement au médecin. C'est-à-dire l'appréciation de la capacité de la personne de décider pour elle-même. C'est de mettre, alors quand je dis ça, il ne s'agit pas de me dédouaner, mais de dire au contraire que c'est une lourde décision pour les médecins. Et donc, juridiquement, les conseils qu'on donne, c'est d'une part toujours la collégialité de la décision. Ça, c'est comme une recherche de vérité à travers cette collégialité. Et bien évidemment, d'autre part, faire interagir la famille. Alors, quand je dis la famille, juridiquement, il y a une hiérarchie qui est faite, même si elle n'est pas clairement exprimée dans le texte. C'est d'abord la personne, ça n'oublions pas. Ensuite, la personne de confiance. Ensuite, la famille. Et c'est la famille cercle restreint. Donc, quand il y a un conjoint, s'il y a conjoint, sinon le concubin ou le pacsé ou les enfants. Et ensuite, la famille cercle large. Et uniquement si on n'a pas réussi à ce niveau-là à intégrer tout le monde, après seulement on peut aller voir les proches qui sont juridiquement parlant, les amis, les personnes qui entourent, mais qui n'ont pas un lien familial, un lien de sang ou un lien de droit. Donc, enrôler effectivement au mieux l'entourage pour prendre une décision qui semble être la plus adéquate. Mais oserais-je dire, et je crois que Jean-Philippe va me reprendre, mais in fine, et juridiquement parlant,
c'est l'équipe médicale qui décide, et je dirais même c'est le médecin qui décide. Donc, à charge pour lui d'être en capacité, dans un second temps, si la question se pose d'un contentieux ou d'une discussion de la décision qu'il a prise, d'être en capacité de justifier que la décision qu'il a prise était la plus adaptée, eu égard à la situation du patient et au regard aussi de ce que son entourage souhaite. Est-ce que j'ai répondu à votre question, docteur? Oui. Si je peux juste un petit complément, effectivement, j'aurais une réponse très différente. J'aurais une réponse très différente parce que ce qui me semble important, et c'est là que le droit reste ouvert par rapport à ces situations-là, et donc là qu'on doit reprendre absolument, je dirais, la maxime de Ricoeur, avant la loi morale ou le droit, l'éthique. C'est-à-dire que moi, je pense que de plus en plus, la manière même du point de vue juridique de rendre compte de ce genre de situation, parce qu'effectivement, il n'est pas tout à fait évident que dans cette situation, si on a des doutes sur la capacité de la personne de donner son opinion, son refus ou son acceptation, que ce soit l'équipe soignante ou le médecin qui puisse décider sur le plan strictement juridique. Ce qui va pouvoir rendre compte du fait qu'on a essayé de concilier au mieux l'autonomie du patient et le principe de bienfaisance, pour reprendre un peu les catégories anglo-saxonnes, c'est le processus que l'on va mettre en place pour essayer de rechercher ce qui est à la fois le souhait du patient et la meilleure décision à prendre compte tenu de ses souhaits, jusqu'où on peut rechercher cela. Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qui est indiqué dans ces législations sur la traçabilité dans le dossier est à la fois assez angoissante dans des situations complexes, mais aussi importante, c'est-à-dire de pouvoir essentiellement rendre compte, me semble-t-il, de ce qui a été fait pour concilier ce qu'on retrouve dans toutes ces législations aujourd'hui. La loi de 2007 sur la protection des majeurs, c'est la même chose. Protection et autonomie. Comment pouvoir articuler au mieux? Et moi, je pense que l'ouverture d'espace de dialogue, de créer une éthique de la relationnalité des différents intervenants, c'est à travers celle-ci qu'on va pouvoir le mieux rendre compte de ce qu'on a tenté de faire pour bien faire. Comme c'est passionnant, on va quand même s'autoriser une dernière question et on mangera très très vite. Et je crois que Xavier voulait intervenir. C'est à la fois c'est une question ou une remarque. L'intérêt des deux exposés de ce matin, c'était de souligner que l'éthique, c'est un chemin à prendre, c'est une visée, c'est une utopie, voilà. Et peut-être que la tentation, avec les progrès extraordinaires et les avancées extraordinaires du droit, mais avec les changements de nos sociétés, peut-être que la tentation à laquelle il faut probablement résister si on veut être en chemin éthique, c'est de penser que le droit va supprimer la complexité, va nous donner une réponse claire, facile. La tentation, c'est toujours d'avoir une réflexion un peu binaire, c'est oui, c'est non, c'est bien, c'est mal. Alors que j'ai cru comprendre ce matin qu'on nous rappelait combien l'éthique, c'est un chemin compliqué, chaotique, sablonneux, qui monte, qui descend, et que même avec les avancées du droit, on n'a pas la réponse à un problème complexe. Mais comme on ne supporte pas de ne pas avoir la réponse, on l'exige de la part du droit, en disant dites-nous ce qu'il faut faire, dites-nous ce qu'il faut penser. Et il faut donc que le droit lui-même résiste à ce qu'on lui demande. Alors, ce qui est développé en termes de droit réflexif, c'est exactement ça. C'est de dire que comme le droit n'a pas la réponse, ce qu'il va demander de plus en plus, c'est de montrer en quoi on a réfléchi le mieux possible à l'orientation qu'on va tenter de donner dans ces situations complexes. Merci beaucoup.